Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de gestion d'équipe. De gestion d'équipe, comment on arrive à gérer une équipe, qu'est-ce qui fait, alors les recettes ou autres pour une bonne gestion d'équipe. On va discuter de tout ça. Donc, avant de se plonger dans le détail, il faut qu'on puisse démarrer avec des informations, qu'on ait tous ensemble les mêmes informations. Donc pour ça, on va partir sur les définitions. Je vais vous donner la définition d'un groupe et la définition d'une équipe. Pourquoi faire la différence entre les deux ? Parce que dans les sports collectifs, on parle d'équipe ou de groupe. Et ces deux mots-là, dans leur utilisation, signifient la même chose. C'est-à-dire que la manière dont les coachs l'utilisent, les personnes l'utilisent, ça signifie la même chose. Alors qu'on va voir que les définitions, ça n'a rien à voir. Donc la définition du groupe, c'est minimum 2 personnes, pas une, c'est 2 et au-delà. Et c'est tout. La définition d'une équipe, c'est au minimum 2 personnes qui avancent dans la même direction avec un objectif commun. Donc, c'est la même. Il y a un commun avec le groupe, sauf que dans la notion d'équipe, il y a le sens de direction et d'avancer ensemble. On avance ensemble vers le même objectif, dans la même direction, avec le même but. D'accord ? Donc c'est ça la grande définition. Donc groupe, c'est 2 personnes, et équipe, c'est 2 personnes avançant ensemble. Déjà, ça, c'est très, très, très important pour bien saisir tout le reste. Alors pour être très transparent avec vous, c'est la gestion d'équipe, c'est un thème qui me passionne énormément, que j'adore, issu d'un sport collectif forcément, encore plus. Mais je trouve que ça regroupe beaucoup de choses, et on va voir ça en détail. Et que la notion d'équipe, de gestion d'équipe, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas un seul modèle ou une seule solution, en fait. Vous allez pouvoir lire des biographies, des autobiographies, regarder des vidéos, etc. Il faut faire ci, il faut faire ça. Le seul problème de ça, c'est que ça ne prend pas en compte les variables. Ça prend en compte la variable du sujet ou de l'équipe en question. Je vais aller beaucoup plus dans le détail pour être plus précis. D'accord ? Donc, ce que j'entends par variable, c'est que comme il y en a un trop, ça impose un sur-mesure. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'adapter en permanence à nos interlocuteurs et aux membres de notre équipe. Okay ? Donc, dans les variables, ce que j'entends par là, c'est chaque membre. Donc, rappelez-vous, il y en a 2. Il peut y en avoir jusqu'à 1000, 10 000, etc. Qu'importe. Hein. Mais dans une équipe donc, composée de plusieurs membres, chaque membre a une personnalité différente, a un passé différent, a des expériences différentes, a un niveau de bien-être différent, un état psychologique différent, des ambitions, des attentes, des besoins complètement différents. D'accord ? Ce qui fait que on est obligé de s'adapter en permanence. Donc tout ce que je vous dis, bien entendu, quand je vous parlais d'équipes jusqu'à 1000 ou 10 000, dans le sport, non. Mais en entreprise, oui. Donc tout ce que je vous dis là, c'est la même chose en sport, que vous ayez une équipe de 2-3 athlètes, que vous gérez un double au tennis par exemple, ou une entreprise de plusieurs milliers de salariés. D'accord ? Donc les variables, ce sont les personnes avec qui on travaille, donc les membres de l'équipe. Mais il y a aussi l'histoire et la culture de l'équipe, du club, de l'institution, et donc du
de la présidence, du staff, etc. C'est qu'il faut prendre tout ça en compte. Et un entraîneur, les grands entraîneurs ne peuvent pas appliquer la même recette partout où ils vont. Ils sont obligés de s'adapter. Donc, quelque part, ils s'adaptent au fur et à mesure pour changer les manières de faire, les habitudes, très bien. Mais ça met du temps. Faire une rupture du jour au lendemain, c'est très, très, très compliqué. Ceux qui suivent, ben, très bien, mais on en perd énormément dans le process. C'est à savoir. Ensuite, dans les variables aussi qui sont importantes, il y a les objectifs et les ambitions du club. Quand on passe d'un club A à un club B, et ben, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs, hein, ou du moins sur la même période. Et s'ils les ont, ben, ce n'est pas le même environnement, surtout quand on change de pays ou autre, ou même le même marché en entreprise quand on change de produit, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. D'accord ? Et tout ça, c'est uniquement l'intérieur de l'équipe, du club. Dès qu'on met un pas vers l'extérieur, eh ben, il y a tout l'entourage des athlètes. Donc il peut y avoir les parents, les amis, la famille, les agents, les supporters, etc., etc. Tout ça fait qu'il faut arriver à gérer au quotidien tous ces éléments, toutes ces variables en fait, qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent venir du jour au lendemain avec des questions, des interrogations, des incompréhensions ou tout simplement vous péter à la figure. On ne le maîtrise pas. Donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte qu'il y a ces variables. Et alors, je n'ai pas tout listé, hein, mais les variables que je vous ai données sont celles qu'il faut prendre en compte parce que ce sont elles qui vont, sur lesquelles vous êtes obligé de vous ajuster. D'accord ? Donc dans le sport, on voit que plusieurs modèles qui réussissent dans un environnement, encore une fois, ne vont pas réussir dans un autre. D'accord ? Réussissent dans un environnement A, ça ne veut pas dire que dans un environnement B, C, D ou jusqu'à Z, il va fonctionner de la même manière. C'est possible, mais en général, en règle générale, dans la majorité des cas, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, on peut prendre des choses sur quoi on peut s'appuyer, d'accord ? Mais on sera obligé de s'adapter. Dans le football, par exemple, il y a plusieurs manières d'entraîner, il y a plusieurs types d'entraîneurs, il y a plusieurs méthodes. Quand on compare un Guardiola versus un Klopp, c'est pas pareil. Un Wenger, un Ferguson à l'époque, eh ben c'est pas pareil. Mourinho, Ancelotti, Bielsa, etc. Ils ont des points communs, ça c'est sûr, mais ils n'opèrent pas tous de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui réussissent mieux que d'autres, c'est possible, mais là, les noms que je vous ai donnés, ils ont tous un palmarès de malade, ou un aura qui est juste magnifique. Donc, ils ont entraîné dans des clubs différents, plus ou moins longtemps, ont eu plus ou moins de trophées, mais ils restent ancrés dans l'histoire de leur club, pour des raisons de réussite, etc., mais pas que. Et quand ils sont dragués à droite à gauche par d'autres clubs, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils ont un savoir-faire, un savoir-être qui permet d'être bon. Et tous ces entraîneurs-là, vous leur posez la question, et je suis sûr qu'ils l'ont dit dans des multiples interviews, c'est qu'ils se remettent en question en permanence. D'accord. Après, il y a plein d'autres dans tous les sports. Hein. Dans le rugby, il y a Urios, Mola, Laporte, Noves, c'était quand même des deux gros opposés. Et ben, ils ont quand même eu des réussites dans leur carrière d'entraîneur. Un Galtier, et alors, comme vous commencez à le savoir, moi qui suis un énorme fan des All Blacks, et ben, Graham Henry et Stevenson, les anciens sélectionneurs des All Blacks quand ils sont champions du monde en 2011, 2015, etc., etc. Quand les All Blacks, voilà, pour moi, c'est la Mecque, c'est ce qu'il y a au-dessus et rien d'autre. Et ben, Graham Henry et Stevenson ont été champions du monde en tant que sélectionneurs, mais ils n'ont pas forcément la même approche. Et surtout, ils n'ont pas la même personnalité. Donc, ils sont obligés de s'adapter à l'équipe et l'équipe sont également obligés de s'adapter à eux. Et c'est cette adaptation qui doit se faire rapidement. Pour que tout puisse matcher. Et dans les autres sports, il y a beaucoup de réussites. Philippe Lucas en natation a eu beaucoup de réussites, alors qu'il est reconnu pour être quelqu'un de très 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 difficile, mais ça fonctionne. Phil Jackson au basket a quand même entraîné les Bulls avec Jordan et les Lakers avec Kobe Bryant. C'est deux personnalités qui n'ont pas dû être faciles à gérer au quotidien. Pourtant,
Phil Jackson est un des entraîneurs les plus titrés en NBA. Bah, c'est pas anodin, c'est qu'il a trouvé quelque chose. Et dans son livre que je vous invite fortement à lire, 11 Rings, donc ça va être 11 anneaux, 11 titres, qui est assez intéressant là-dessus. Voilà, je vous invite à le lire. Donc, tous ces entraîneurs et sélectionneurs que je vous ai donnés, ils sont tous différents, d'accord? Certains durent plus longtemps que d'autres. Un Wenger et un Ferguson sont restés des décennies, alors qu'un Bielsa, c'est beaucoup plus court, mais c'est pas grave. Donc, ils durent plus ou moins longtemps, mais ils sont tout aussi appréciés et idolâtrés par certains. Et quand vous lisez ces biographies de tous ces entraîneurs qui ont réussi, ils, ils vont tous avoir la même analyse, c'est que il y a rien de sûr, il y a pas de vérité. Il faut toujours se questionner, se remettre en question. Si vous lisez les biographies, euh, c'est c'est le cas. Je suis en train de terminer celle sur Alex Ferguson, Leading, donc c'est sur le leadership à Manchester. Et ben quand on voit son début de carrière, quand il est en Écosse, quand il est en Angleterre après à Manchester, mais en fait il y a eu beaucoup d'évolution. Avant c'était non, c'était ultra carré, ultra militaire. Il y a cette anecdote où quand il est en Écosse, il y a un joueur qui lui dit écoutez coach, je serai pas là à l'entraînement ce soir parce que j'ai un, un concert avec mon épouse. Voilà, je vous préviens. Il a dit il n'y a pas de souci. Va au concert, par contre ne mets plus jamais les pieds à l'entraînement, c'est fini pour toi. C'est très radical. Je suis pas sûr qu'avec les Paul Scholes, Beckham et autres, il pouvait faire la même chose. Et la preuve, quand il a recruté Eric Cantona, qui était quand même quelqu'un de très exubérant, enfin pas exubérant, mais qui était très rebelle, voilà, ça le terme que je cherche, pardon, très rebelle, et ben il a su s'adapter. Et il a su faire comprendre comment dire, au reste de l'équipe qu'il va peut-être manager Cantona un peu différemment, mais qu'il y a le même objectif derrière. C'est pas du favoritisme, c'est juste une autre manière de faire en fonction des personnalités. Et on a vu ce que ça fait à la carrière d'Eric Cantona, qui est devenu un idole à Manchester, alors que en France, plus personne ne voulait de lui. Donc comme quoi, voilà, Ferguson, qui pour moi est un grand, et ben c'est ça, qu'il faut toujours se remettre en question, tout questionner autour de soi, dans les défaites bien entendu, mais surtout dans la réussite. Et quand on voit tous les ans au foot les systèmes tactiques qui sont remis à plat pour changer, Guardiola qui se remet en question en permanence, qu'est-ce que je peux faire différemment, etc. etc. Et ben voilà, c'est ça, se remettre en question. Comme je l'ai dit, dans la réussite comme dans l'échec. Ça, c'est hyper important. Et si on devait faire le parallèle avec le monde dans l'entreprise, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment des très connus, qui étaient et sont toujours peut-être des visionnaires, mais qui étaient des tyrans. Pas tous, certains ont été des tyrans et également des visionnaires. On peut parler de Steve Jobs, Elon Musk, etc. Mais ils ne sont pas tous comme ça. D'accord? C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas une vérité vraie. On n'est pas obligé d'être comme un tel. D'accord? On peut s'inspirer, bien entendu, mais il ne faut pas faire tout comme les autres. Parce que eux, ce que les personnes nous racontent, ils nous relatent, c'est leur expérience à l'instant T dans leur environnement. Si on devait exporter ça dans un autre environnement, eh ben, on ne peut pas faire un copier-coller. Ça ne fonctionne pas. Ok? C'est comme, comment dire, chaque sportif est un être humain, ça il ne faut pas l'oublier, et comme tout être humain, les joueurs diront d'un entraîneur avec qui ils s'entendaient vraiment très bien, et la raison pour laquelle ils s'entendaient très bien, c'est que leur entraîneur, eh ben, il les comprenait. L'entraîneur me comprenait, on parlait le même langage, on était sur la même longueur d'onde, etc. etc. Le message passait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quelque part pour bien comprendre ces joueurs? À mon sens, il y a deux choses hyper importantes, c'est l'humilité et l'empathie. L'humilité parce que on n'a pas la science infuse, d'accord. On est là pour les autres et pas uniquement pour soi. Donc même si on est recouvert de trophées, de titres, etc., et ben un tel ou telle équipe, je ne l'ai pas coaché, ça peut être une catastrophe. Donc je me remets en question en permanence. Et l'empathie, c'est essayer de comprendre ce que la personne nous dit en face.
émotionnellement, mentalement, physiquement. C'est de ressentir ce que la personne nous dit. Donc l'humilité et l'empathie. Et quelque chose qui est un peu difficile, moi je l'ai surtout rencontré dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde du sport, alors ça c'est présent, notamment grâce aux égos de chacun. Mais il faut arriver à comprendre que personne n'est indispensable, personne n'est irremplaçable, mais que tout le monde, donc toute l'entité club et toute l'entité équipe, tous les membres de l'équipe, joueurs et staff, est responsable de son bien-être et de celui des autres. D'accord. C'est pas parce que on peut pas se reposer sur le laurier des autres. C'est pas bah tiens c'est ta faute si je suis pas bien. Non, non, ok, peut-être, mais pas que. Donc c'est savoir comment moi je me mets au service de mon bien-être et comment je me mets au service de celui des autres. Et beaucoup d'athlètes dans des équipes où ça fonctionne vous diront bah on est une bande de potes, on se marre bien, on se comprend, on arrive à parler, etc. Et ben c'est ça. Il peut se passer des choses difficiles, mais c'est ces difficultés qui va permettre de, euh, de tisser des liens quelque part. D'accord. Donc c'est se mettre au service du collectif, de ce qu'il y a au-dessus, à côté de nous, au-dessus de nous, le club. Donc on se met collectivement, individuellement au service du collectif pour arriver sur le chemin du succès. C'est peut-être un peu avec le schéma de la pyramide ou plutôt de l'entonnoir, mais ça parle du moi et en moi, comment moi je peux contribuer au succès de l'équipe. Je ne suis pas attentiste à attendre que le succès arrive et qu'on me dise tiens, je peux faire ci, je peux faire ça. Non, comment je contribue. Donc on est dans le mouvement, dans l'action continue. Et ça, c'est très très important. Donc quelque part, il faut que les entraîneurs arrivent à mettre dans l'action, dans le mouvement. C'est peut-être aussi ça, l'humilité et l'empathie ou la remise en question. Je suis toujours dans le mouvement et je ne m'assois pas au fond de la chaise sur mes lauriers. Ah, c'est bon, tout a fonctionné. Non, non. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour que je continue à fonctionner. Et les équipes qui fonctionnent et qui surtout qui fonctionnent dans la durée, vous le diront. Au rugby, il y a le Stade Toulousain en France. En Nouvelle-Zélande, il y a les Crusaders, etc., etc. Bah, c'est comment j'arrive à rester en haut en permanence. Donc c'est toujours avoir 1, 2, 3, 4 étapes d'avance, 3, 4 marches d'avance parce que je suis en remise en question perpétuelle. Et ça peut aller du simple préparateur physique de la manière dont il fait au modèle de management, de leadership tout en haut entre guillemets, de la pyramide. Par exemple à Toulouse, ils sont 3, le président, le directeur général et le manager général Hugo Mola de l'équipe 1. Et ben quand ils prennent une décision, c'est pas 2 contre 1, etc. Ils débattent, non, non. Si c'est un vote à l'unanimité, si les 3 sont d'accord, on y va. S'ils ne sont pas d'accord tous les 3, ils y vont pas. Donc c'est une manière de faire. C'est une manière de faire qui ne conviendrait pas à toutes les cultures de club ou toutes les cultures d'entreprise, mais c'est une manière de faire qui leur va bien. Donc voilà. Donc il y a ça aussi dans le côté difficulté dans la gestion d'équipe, c'est de garder tout le monde concerné. Toujours dans l'objectif du club et tout au long de la saison. Parce qu'une saison, c'est très long. Hein, ça reprend officiellement, ce que nous, on voit à la télé, par exemple au foot, ça reprend au mois d'août, rugby à peu près pareil, jusqu'à fin mai. Et au rugby un peu plus loin, avec la trêve internationale, etc. Et ça, c'est ce qu'on voit. Mais avant, ils reprennent la prépa physique en juillet. D'accord. Donc une saison, quelque part, dure 11 mois. En entreprise, c'est la même chose. Ça dure 12 mois. Une année fiscale, ça dure 12 mois. Donc c'est pendant toute cette période-là, 11 à 12 mois, comment est-ce que j'arrive à garder tout le monde concerné dans cet objectif qu'on s'est fixé en début de saison, tout au long de la saison. Et Habib Bey disait quelque chose d'intéressant sur le feedback des joueurs, c'est que quand un joueur fait un match, à la fin du match, il débriefe avec ses copains, etc. Et ensuite, il rentre chez lui. Il rentre chez lui, mais il n'est pas isolé. Il voit sa famille, ses amis, et sa famille, ses amis lui donnent des informations, leur donnent leur avis sur son entraînement, sur son match, etc. Et donc, il vient polluer, il est déjà pollué avec ces informations-là. Donc, lui arriver à rester concentré et à le voir le bon côté des choses et à ne pas
remettre en question tout ce qui va se passer au club, eh ben, ça peut être difficile. Donc, comment est-ce qu'on arrive à rester concerné tout au long d'une saison? C'est très difficile, d'accord? Parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on voit en tant qu'entraîneur, ce sont les joueurs, le staff, mais ce qu'on ne voit pas, bah, c'est les parents, les supporters. C'est qu'on ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas maîtriser ça. Par contre, on peut maîtriser qui on a dans notre staff et qui on a dans notre équipe. La qualité de l'entraînement, les types d'entraînement. Mais dès qu'ils sortent de l'enceinte du club, c'est fini. Plus rien n'est maîtrisable. Et là, il peut y avoir beaucoup de variables qu'on a vues tout à l'heure. Donc on va le voir à la fin en conclusion, mais c'est de l'humain. De l'humain, c'est pas juste dire t'en es où dans tes objectifs et c'est parti. C'est de l'humain, c'est un accompagnement. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec le sport, c'est dans mon expérience précédente en tant que commercial. Donc commercial sédentaire, j'étais au téléphone, voilà, je faisais du phoning en permanence. On était une boîte gérée par 3 agriculteurs à l'époque. On était une soixantaine, je crois, de salariés. Et un jour, l'entreprise s'est fait racheter par Le Bon Coin, donc le site internet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Le Bon Coin, nous, je ne le savais pas du tout au moment du rachat, c'est que Le Bon Coin fait partie sa maison mère est en Finlande. Et en Finlande, la société est cotée en bourse. Donc nous, on est passé d'une métamorphose, d'une transformation radicale à avoir des objectifs ou des réunions commerciales quand on pouvait. Donc c'était une fois par semaine ou c'était une fois par mois, toutes les semaines. Voilà, c'est quand on avait le temps ou quand on prenait le temps surtout. Et une fois que Le Bon Coin est arrivé, comme leur société mère était cotée en bourse, et là il fallait rendre des comptes quasi quotidiennement. Alors nous en tant que commercial, c'était à la semaine, mais on avait réunion le lundi matin et le vendredi matin. Et pour qu'on arrive à remplir les objectifs, donc changement de direction, changement de culture d'entreprise, de process, etc. Tout a changé. Mais quand je dis changer, c'est pas juste un petit virage de quelques degrés. Non, on met tout à la benne et on recommence. La conséquence qu'il y a eu dans le service commercial, c'est que 50% des commerciaux ont démissionné. Parce qu'ils n'aimaient pas du tout la manière de faire. Je ne dis pas qu'elle était mauvaise ou qu'elle était bonne, la manière de faire n'était pas appréciée. Donc ils sont passés d'un management un peu, on pouvait le qualifier très difficile, très dans le contrôle, c'était le cas. Par contre, ce que moi j'ai trouvé génial, c'est que ils ont fait ça pour mettre des process en place, pour nous rééduquer, parce que les process et la manière de faire, ils nous ont formés, etc. Et c'était pour notre bien. Au début, au changement, on est un peu difficile. Mais une fois qu'on avait tout accepté, qu'on voyait certains résultats, là, ils ont lâché du lest. Une fois que tout était rentré dans l'ordre, qu'au quotidien, les changements étaient adoptés et c'est devenu des réflexes pour nous, ils se sont adaptés. Donc, ils étaient plus sur le côté contrôle, mais au fur et à mesure, ils amenaient sur le côté délégation. Je vous laisse faire, en autonomie. Si on en abusait trop, ils revenaient un peu à des situations un peu plus de contrôle ou pour nous remettre dans le droit chemin. En fait, c'est ça, c'est qu'ils s'adaptaient en permanence, je ne vais pas dire quotidiennement, mais quasi quotidiennement aux situations du marché, mais aussi des salariés, donc de l'entreprise, etc. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça... Sur le moment même, je ne l'avais pas forcément saisi, mais avec du recul, j'ai trouvé ça canon. Et tout ça pour dire qu'une gestion d'équipe, que ce soit dans le sport ou en entreprise, c'est jamais linéaire. Dans l'exemple que je viens de vous donner, c'était pas parfait. Ils ne pouvaient pas dire de telle date à telle date, on va faire ça et ensuite. Non, ils avançaient. Et s'ils voyaient qu'il y avait trop de résistance au début, ils auraient changé. Je n'étais pas dans leur cerveau, mais ça aurait pu être intéressant que je me cache et j'écoute. Mais quand les commerciaux ont commencé à démissionner, je suis sûr à 3000% qu'ils ont commencé à se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on fait ça bien? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Etc. etc. Et c'était pas dans le mauvais côté harcèlement, non, c'était on a des process, c'est carré et comment dire, le cadre était peut-être beaucoup plus petit. Avant, on avait un cadre, on avait des règles, mais le cadre était peut-être très très large. Là, ils ont raccourci ou rétréci ce cadre, et ceux qui n'appréciaient pas sont partis. Et peut-être qu'ils se sont dit, mais en fait, le cadre est peut-être un peu trop
trop petits, ils sont peut-être un peu trop serrés dans ce cadre, on va peut-être l'élargir. Oui, non, ils se sont posé la question, j'en suis sûr. Ils se sont adaptés en permanence. Pourquoi ? Encore une fois, une équipe n'est jamais, jamais linéaire. C'est pas parfait et surtout, ce n'est pas prédictible. On ne peut pas prédire à l'avance ce qui va se passer. Ok ? C'est pour ça que je trouve que ce sujet de la gestion d'équipe, c'est le plus passionnant. Moi, comme vous le savez, en prépa mentale, on est sur l'humain, on est sur l'adaptation en coaching, en prépa mentale, en permanence avec nos athlètes, leur environnement, leurs objectifs, leur personnalité, leurs peurs, leurs pensées limitantes, tout ça. Et bien là, c'est exactement la même chose. En gestion d'une équipe, c'est la même chose. Ça regroupe tellement de sujets, ça regroupe les émotions, la confiance en soi, l'estime de soi, la communication, comment je fixe des objectifs, etc. Mais tout ça, les émotions, la confiance, l'estime de soi, etc., c'est soit de l'entraîneur, mais c'est aussi divisé avec mon staff, donc mon assistant, mon coach, etc., mais aussi chaque sportif. Donc en fait, c'est plus une personne à gérer, c'est tous les autres. C'est ça qui est waouh, qui est canon, je trouve, qui rend très, très, très difficile, mais c'est ultra, ultra complet. Pour vous donner d'autres manières de voir la gestion d'équipe, je vous conseille fortement, alors je vous donne beaucoup de conseils et vous allez dépenser un fric monstre dans les livres. Il y a le livre sur, ça après vous pouvez aller sur internet trouver, c'est sur Socrates. C'est pas le philosophe Socrate grec, c'est Socrates, un joueur de foot brésilien. Pourquoi il s'appelait Socrates ? Parce que son père était médecin et il était fan de Socrate. Donc il appelait son fils Socrates avec un S à la fin. Et en brésilien, ça se prononce Socrates. Socrates était un joueur du Brésil de foot au Corinthians, mais pas que, international brésilien. Il est venu en Europe, etc. Et c'était il y a très... Alors, j'ai plus les années, mais c'était l'époque où le foot n'était pas professionnel. Et donc, lui avait suivi des études de médecine. Il était médecin. Et en parallèle d'être médecin, il s'entraînait et il faisait du foot à très très haut niveau à l'époque. Ensuite, si je me souviens bien, je crois qu'il a arrêté sa pratique de docteur à l'hôpital et il s'est consacré au foot. Mais si vous tapez Socrates, vous allez surtout taper Socrates et démocratie Corinthians. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où il a joué au foot et au Corinthians, c'était pendant la dictature militaire et voilà, le pays était géré par des militaires, donc une dictature. Donc à l'époque, et ça on le connaît pas ça, et c'était qu'à l'époque où le sport, et notamment le foot, c'était dirigé du patron là-haut, du président, et il décidait tout avec le manager, qui est-ce qu'on recrute, à quelle heure et où sera la mise au vert, pendant combien de temps, tout était décidé et les footballeurs étaient uniquement des pions et ils devaient agir. Et Socrates, qui était plus éduqué, lui trouvait ça injuste parce que quand ils jouaient le dimanche, ils étaient enfermés dans un hôtel à partir de jeudi soir pour qu'ils soient isolés. Lui disait, j'en ai marre en fait. Moi, j'ai besoin d'être avec ma famille, mes enfants, mes potes, barbecue, bière s'il le faut, parce que si j'ai pas ça, en fait, je pète un câble. Donc il y avait déjà cette notion de bien-être mental, même si c'était pas dit comme ça. C'est que j'ai besoin de faire la fête et d'être enfermé dans une chambre pendant 2 jours, moi ça me stresse et donc je peux pas donner 100% de moi sur le terrain. Donc il a créé cette révolution entre guillemets, la démocratie, oh je vais y arriver, je suis désolé, la démocratie Corinthians, où ils ont demandé un droit de vote, un droit de décision sur quasi toutes les décisions. À savoir quel joueur on veut recruter, comment est-ce qu'on peut jouer, comment se passent les entraînements, quand est-ce qu'on fait les mises au vert, etc. etc. Est-ce qu'on voyage en avion, en bus, voilà. Tout ça, c'était une décision collégiale où les joueurs avaient leur droit de regard et il y avait un mot à dire. Et ça, maintenant, c'est pour nous, à notre époque, c'est quasi monnaie courante. Y a pas, tout n'est pas décidé de là-haut. Et si tout est décidé de là-haut, un jour ou l'autre, ça pète. Donc, en fait, le monde du sport collectif, et comment c'est fait actuel, ça peut venir. Moi, je trouve que ça vient quand même pas mal de ça, de Socrates. Donc, c'est assez intéressant. Et ils ont fini par y arriver, à mettre ça en place et à gagner beaucoup, beaucoup de titres.
Donc en fait, si je devais résumer, voilà, il y a plein d'exemples, hein, même Phil Jackson avec les Chicago Bulls et Dennis Rodman notamment, bah, ce qu'il a mis en avant et tout ce que les grands entraîneurs mettent en avant, et c'est une des... bon, c'est peut-être la réponse un peu générale, mais pour arriver à gérer une équipe, c'est l'humain avant tout. C'est de prendre en compte l'humain, le valoriser, le faire travailler sur lui, le mettre en autonomie pour qu'il trouve des solutions lui-même, tout seul, comme un grand, faire ressortir le meilleur de lui. D'accord ? On a le droit d'être exigeant, mais il faut être juste. Dans le documentaire sur Manchester City, où il parle du triplé, on voit Guardiola à la mi-temps et à la fin des matchs. C'est quelqu'un de très exigeant. Mais il le fait d'une manière, je trouve, hyper bienveillante. Il félicite les joueurs. Ça et ça, c'est très bien. Et ensuite, il en demande toujours plus. Et concrètement, ce qu'il disait, c'était « c'est super, mais on peut faire plus. On peut faire mieux. Je crois en vous, vous avez les qualités. C'est bien, mais encore plus. » D'accord ? Donc on a le droit d'être exigeant. Il faut être exigeant si on veut progresser, être meilleur et être les meilleurs. Mais il faut arriver à se féliciter. Il faut se poser la question aussi en permanence. Est-ce qu'ils ont les outils ? Est-ce que nos joueurs ont les outils, les ressources pour trouver des solutions ? Si ce n'est pas le cas, si la réponse est non, je leur donne ces outils. Si oui, ils les ont, j'ai fait mon boulot de transmission. Maintenant, je supervise. J'affine, je peaufine, c'est du chirurgical. D'accord ? Pour vous donner un schéma ou une métaphore, hein, qu'elle soit bonne ou pas, je ne sais pas, mais je la trouve intéressante. C'est un médecin. Vous allez en rendez-vous chez le médecin, vous dites que vous avez mal à la tête ou vous avez un, pardon, vous avez un rhume, et ben, il va vous poser des questions. Il ne va pas que vous donner des médicaments, mais il va essayer de trouver la raison de ça. Si vous avez mal au dos ou autre, et ben, il va faire des analyses, il va faire des tests, okay, pour poser un diagnostic. Et ensuite, une fois qu'on a le diagnostic de qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est comme ça, il donne des solutions pour que la situation s'améliore et ensuite qu'on devienne autonome. Et ben, l'entraîneur, c'est la même chose. À l'entraînement, l'entraîneur peut arrêter l'exercice, l'atelier à tout moment. Stop. Pourquoi ? Comment on peut faire ci ? Comment on peut faire ça ? Pourquoi tu as fait ci, ça, etc. En match, ce n'est pas possible. Par contre, en match, il peut donner des directives. Mais toutes les directives et toutes les indications, est-ce qu'elles sont comprises et mises en application rapidement, voire du tout ? Moi, je ne pense pas. Pas des masses, c'est surtout pour se rassurer lui-même. Donc, quelque part, il faut qu'il arrive à donner de l'autonomie à ses joueurs. Okay. Il y a cette anecdote des All Blacks, ils sont en Coupe du Monde de 2011, finale contre la France, où c'est très tendu. Graham Henry est dans les tribunes, a donné beaucoup d'indications, etc. Et je crois qu'il descend au bord du terrain, il donne des indications, et les joueurs, les leaders notamment, disent t'inquiète coach, ça va bien se passer, laisse-nous faire et confiance. Franchement, c'est génial. Et ils finissent par être champions du monde. Donc en fait, le travail de Graham Henry était fait depuis longtemps. C'est juste du peaufinage. C'est tout. D'accord ? Donc, encore une fois, celui qui gère l'équipe, d'accord, l'entraîneur, le manager, doit toujours se remettre en question. Qu'est-ce que je peux faire différemment ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Pour que ça fonctionne à 100%, il faut impérativement que l'équipe, individuellement et collectivement, soit ouverte et accepte cette remise en question et la volonté d'apprendre pour évoluer. Si eux-mêmes ne veulent pas se mettre en question et ne veulent pas devenir autonomes, ça ne fonctionnera pas. Ils ne deviendront pas des grands joueurs. Et surtout, vous n'arriverez pas à en faire une équipe autonome qui prend du plaisir et qui arrivera à trouver des solutions tout seul sur le terrain qui amènera au succès. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut de l'humilité de la part de tout le monde, de la part du staff parce qu'il se remet en question, mais aussi des joueurs. Mettre l'ego et la fierté de côté. Et je travaille sur moi. L'humilité. Dans un autre livre, et c'est le dernier livre dont je vous parle, promis, Trillion Dollar Coach, qui est un livre sur un coach ancien coach de football américain, qui s'appelle Bill Campbell et qui est devenu coach pour les chefs d'entreprise de la Silicon Valley. Il disait toujours, et lui aussi a été chef d'entreprise, et il disait toujours qu'il embauchait uniquement les candidats qui étaient coachables. Donc, qu'ils soient ouverts et qu'ils acceptent la remise en question et la volonté d'apprendre pour évoluer. J'ai trouvé ça génial.
Donc ça revient à beaucoup de choses, peut-être qu'on a déjà vu dans des podcasts qu'on revoit à droite à gauche, c'est le fameux débat talent versus boulot. C'est ça. Et beaucoup de coachs ne veulent pas recruter des talents, etc. Ils vont recruter des personnalités, des êtres humains. Et c'est un des premiers critères qu'ils vont voir Guardiola en l'observant de près. Alors, je ne suis pas un grand à 100%, mais quand on le regarde, ça se voit. Donc, peut-être qu'il l'a déjà dit, hein, mais je n'ai pas forcément cherché. C'est que on voit dans sa manière d'être avec eux il discute énormément. Et si le joueur en face ne pipe rien et n'évolue rien, ça dégage, c'est sûr. Donc, il va déjà recruter là-dessus. Et en entreprise, on recrute des personnes avec un savoir-être, mais surtout un savoir-être. En entreprise, on recrute du savoir-faire, mais on va surtout, le plus important, c'est recruter un savoir-être. Parce qu'un savoir-être, dans ce côté humilité, empathie, remise en question, ça n'a pas de prix. C'est difficile à apprendre, ça met beaucoup beaucoup de temps. Par contre, quand le salarié ou le joueur a ces trois qualités, humilité, remise en question et empathie, pour moi, vous avez le trio gagnant qui peut amener que vers le succès. Mais ça, encore une fois, il faut que tout le monde l'ait en même temps. Sans ça, ça ne fonctionnera jamais. Voilà pour moi. Voilà pour ce thème qui est... en mon sens, on n'est pas allé dans le détail. C'est trop... en un seul épisode, c'est trop compliqué. C'est pour vous donner un aperçu général. Et j'espère quand même vous donner 2-3 pistes. Mais encore une fois, si on voulait aller dans le concret, genre étude de cas, il faudrait passer la moitié du temps ou les 3/4 du temps du podcast à expliquer l'environnement et non les solutions. Parce qu'une fois que vous avez l'environnement, les solutions viennent tout seules quelque part. Donc, c'est pas les solutions. Il ne faut pas porter son regard sur la solution possible ou sur le problème, mais sur l'environnement et comment j'agis sur l'environnement. Encore une fois, Bill Campbell, quand il coachait les entreprises de la Silicon Valley, dès que les équipes étaient face à un problème, il leur demandait de regarder différemment. Il demandait aux managers pas de se poser la question comment je peux résoudre le problème ou comment nos équipes peuvent résoudre le problème, mais de se poser la question suivante, est-ce que mon équipe est capable de résoudre le problème? Est-ce que j'ai la bonne équipe pour répondre à la problématique? Donc, encore une fois, c'est de l'humain. Est-ce que j'ai le bon humain, le bon être humain, la bonne équipe, la bonne émulsion d'être humain, de savoir-être pour répondre à la problématique? Et dans les sports d'équipe, le collectif, c'est la même chose. Ma problématique ou ma volonté, c'est d'arriver à atteindre le Graal. En ce moment, le Stade Toulousain est à mi-chemin en train de le gravir pour une énième fois. Coupe d'Europe déjà en poche. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir l'énergie physique et mentale pour aller chercher le Brennus et faire un énième doublé? On le saura que à la fin du championnat, après la finale, courant juin. Est-ce que ce sont les bons êtres humains quelque part? Est-ce qu'ils avaient la personnalité pour? Ça va être intéressant. Donc voilà pour moi, un grand merci encore une fois d'être allé jusqu'au bout, de profiter de ce podcast, de le partager, de commenter, de vous abonner. Merci vraiment du fond du cœur. Je suis pas à regarder ça, enfin je vais pas vous mentir, si je le regarde très régulièrement, les stats, les nombres d'écoutes, etc. Parce que moi je me mets des objectifs, des étapes à franchir. Et ça avance à grand V. Moi je kiffe, j'ai des bons retours, des magnifiques retours, on fait des trucs top du top. Donc moi ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Plus il y a de personnes qui vont écouter, plus je vais prendre un pied énorme, plus ça va mettre la pression parce que je veux toujours faire du contenu entre guillemets positif et que ça vous apporte et que vous n'allez pas vous ennuyer. Mais c'est cool, c'est l'exigence quelque part, la remise en question en permanente. Si moi je le fais pas avec moi-même, et en fait tout ce que je vous dis dans les podcasts, ça ne sert strictement à rien. Je passe vraiment pour une vraie pompe à vélo et une vraie fraude. Donc j'essaie de m'appliquer à moi au maximum, chose qui n'est pas forcément simple, je vous le cache pas. Mais on essaye. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des remarques, avec grand plaisir,
Encore un grand merci, n'hésitez pas à partager, à commenter, c'est canon de chez Canon. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!